Bonjour. Donc, يظهر لهم ما نجموش ديما يجاوبوني d'après ce que je compris. Donc, باهي جاوبوني hein. Bonjour. كان تسمعوا فيا جاوبوني. باهي très bien, excellent. Alors, on va commencer. Bon, c'était prévu d'aborder aujourd'hui les troubles émotionnels chez l'enfant et chez l'adolescent dans le même cours, mais en fait, lorsque j'ai essayé de mettre certains détails pour les troubles dépressifs, je trouvais que c'était très lent. En plus, ça sera mieux de le séparer tous. Donc, ça sera le cours aujourd'hui qui porte sur les troubles dépressifs de l'enfant et de l'adolescent. Dans un deuxième rendez-vous, on va faire les troubles anxieux. Il y aura des cas cliniques, donc je sais qu'à distance ça sera un peu difficile, c'est pas comme une interaction en direct, mais on va essayer quand même d'interagir ensemble. On va au moins faire les cas cliniques de répondre à quelques questions pour que ça soit interactif, qui maintenant sur le plan pratique au cours de vos consultations. Ok? Bien, donc. Pour les troubles dépressifs de l'enfant et de l'adolescent, et déjà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas mis le trouble dépressif, mais plutôt les troubles dépressifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, surtout sur le plan sémiologique, il y a différentes formes de dépression qui sont variables, surtout en fonction de terrain, notamment en fonction de l'âge. Donc, il y aura une différence de la symptomatologie en fonction de l'âge, en fonction de développement. Et c'est pour cela que généralement, on parle de troubles dépressifs. Il y a aussi une autre variabilité, c'est en fonction de la durée notamment et en fonction de signes associés qu'on va essayer d'aborder très rapidement. Mais on va se focaliser sur l'aspect sémiologique des troubles dépressifs chez l'enfant et chez l'adolescent. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous et qui pensaient jusqu'à pas très longtemps qu'il n'y a pas de dépression chez l'enfant. Eh bien non, c'était une pensée très ancienne où on pensait qu'il s'agit d'un enfant qui est toujours joyeux, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de soucis de la vie, donc ne peut pas être déprimé. Mais après, les constatations notamment d'ordre clinique et les observations ont permis, surtout c'est Spitz en 1946 qui a parlé de ce qu'il a appelé la dépression anaclitique. Anaclitique par rapport à tout ce qui est appui. Donc, on va revenir là-dessus très rapidement à la fin de notre cours. Et ce monsieur, donc Spitz, a décrit donc, chez les enfants orphelins de la guerre qui ont été placés en institution, des manifestations très semblables aux signes dépressifs chez des sujets plus âgés et on a commencé déjà à parler de la dépression là chez les nourrissons. Et en 1971, la dépression a été reconnue et acceptée comme un diagnostic à part, reconnu au cours de congrès de pédopsychiatres européens et il y a eu peu à peu la mise en place et la définition des critères en fonction de classification. Mais ces critères sont très variables aussi, on va dire quelles sont les particularités après aussi et notamment aussi les méthodes d'évaluation sont très variables, voire même contestées et restent discutées puisque toujours, comme je viens de le dire, il y a cet aspect développemental, cet aspect d'âge qui fait de la dépression et de différents troubles de l'enfant et de l'adolescent quelque chose qui est très variable et qui dépend beaucoup de développement et donc de l'âge de l'enfant. C'est un trouble comme chez l'adulte qui n'est pas rare, donc il s'agit d'un trouble qui est très fréquent en population générale, de l'ordre de 20%. Et comme sur le plan sémiologique, il y a aussi une différence sur le plan prévalence entre enfants et adolescents. Donc, en parlant de la prévalence, surtout ici de l'épisode dépressif majeur, comme vous l'avez certainement vu au cours de vos cours de psychiatrie adulte, on trouve qu'en population générale infantile, donc au cours de la période de la latence et avant l'adolescence, en population générale, il s'agit d'une prévalence de l'ordre de 0,5 jusqu'à 3%. Et en population clinique, ça atteint 20% de consultants dans les consultations de pédopsychiatrie, tous symptômes et tout diagnostic compris. Et là, souvent, on retrouve à peu près une égalité en ce qui concerne
la prévalence chez le sexe masculin et le sexe féminin, il n'y a pas une très grande différence. À l'inverse de l'adolescent, où on trouve plutôt une prédominance féminine qui est claire et qui est documentée par la plupart des études. Sur le plan aussi prévalence, c'est beaucoup plus importante la prévalence chez la population adolescente, donc 25 à 30% de la consultation. On va voir pourquoi. Après, en abordant quelques points spécifiques de l'adolescent et en population générale aussi, beaucoup plus que chez l'enfant, de 0,4 à 14%. C'est très variable selon les études parce que ça dépend largement de l'âge des enfants qui ont été inclus, de moyens d'évaluation, de méthodes d'investigation et de recrutement aussi des patients, et donc tout ce qui est problème en rapport avec la méthodologie, ce qui fait qu'il y a une très grande variabilité pour les données épidémiologiques pour le trouble dépressif de l'enfant et de l'adolescent. Ce qui est aussi particulier, pas uniquement pour l'adolescent, mais aussi pour l'enfant, c'est qu'il y a une très importante comorbidité avec d'autres troubles psychiatriques. Donc, il vient pour un trouble et parfois on trouve une dépression sous-jacente qui a été compliquée par un tel ou tel trouble, et dans d'autres cas, une association en même temps de deux troubles aussi, et donc ça peut atteindre jusqu'à 70% de cas, que ce soit d'autres troubles de l'humeur, notamment les troubles aussi anxieux ou des troubles de comportement aussi qu'on va voir très rapidement après. Il y a une autre difficulté diagnostique, surtout chez l'adolescent, c'est de faire la part entre des moments dépressifs qui sont ordinaires et limités dans le temps, et donc qui n'ont pas un retentissement très important sur le développement de l'enfant et de l'adolescent. Est-ce qu'il s'agit tout simplement de moments dépressifs qui vont donc être résolus avec le développement, ou plutôt des éléments dépressifs qui persistent et qui sont symptomatiques d'une vraie dépression chez cet enfant ou chez cet adolescent. Et là, vraiment, c'est une difficulté diagnostique parfois pour pouvoir retenir le diagnostic, surtout chez l'adolescent, sans parler aussi des spécificités symptomatiques de la dépression chez l'enfant et l'adolescent par rapport à celle de l'adulte. Donc, à chaque fois, je vais essayer de faire quelques comparaisons par rapport à l'adulte pour qu'on essaie de fixer les idées. Donc, la sémiologie de la dépression chez l'enfant et l'adolescent, elle est toujours sujet de débat. Est-ce qu'il y a une sémiologie dépressive spécifique, ou c'est la même sémiologie de l'adulte, mais avec des spécificités? On va plutôt aborder le point aborder ce point en se référant aux classifications. Et là, je vais me référer surtout à la classification de DSM, donc le manuel statistique et diagnostique dans sa 5e version. Et là, selon le DSM-5, il s'agit d'une expression dépressive qui est stable au cours de l'âge, mais avec quelques particularités, et on va insister sur ces quelques particularités. À peu près, ce sont les mêmes critères que le CM10, à l'inverse de la classification française de troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent. Et là, il s'agit d'une classification, comme le nom le dit, qui est spécifique de l'enfant et de l'adolescent et qui aborde différents troubles mentaux spécifiquement chez l'enfant et chez l'adolescent en donnant des critères très spécifiques. Mais comme je viens de dire, je vais me référer surtout au DSM avec les différentes particularités pour pouvoir fixer les idées. Je vais commencer avec un cas clinique et donc je vous invite après à essayer de répondre ensemble à une question. Alors, M est une fille qui est âgée de 9 ans, dont le père qui est âgé de 41 ans est un instituteur. Sa mère, elle est âgée de 34 ans, elle est femme au foyer. Elle est la Benjamin d'une fratrie de 3. Elle a 2 frères de 14 et 12 ans. Elle est issue d'une grossesse et un accouchement de déroulement normal. Elle n'a pas d'antécédents familiaux ni personnels connus. Et elle aurait un développement psychomoteur et psychoaffectif dans les normes. Donc souvent, en consultation de pédopsychiatrie, on doit poser ces questions par rapport au point essentiel de développement de l'enfant, mais aussi de l'adolescent, de grossesse et accouchement, notamment pour rechercher des anomalies. Et bien sûr, comme toute autre consultation, on cherche les antécédents familiaux et personnels, et vous allez voir que va nous servir après même pour le diagnostic, et rechercher aussi le risque de recurrence et le risque de la survenue d'une dépression. On a trouvé une notion des difficultés financières chez la famille et aussi notion de déménagement en début de cette année. Donc, ils ont changé.
Ils ont déménagé, toute la famille, en début de cette année. Sur le plan scolaire, c'est la première fois qu'elle échoue et elle va refaire la 3e année. Donc, c'est son premier redoublement en 3e année. Elle vient consulter après. Elle est décrite comme étant une fille qui est sociable, qui est obéissante, qui est affectueuse, qui est intelligente, jusque-là bien sûr, et qui est très intéressée par la peinture, donc elle aime la peinture et elle la pratique aussi. Depuis quelques semaines, et c'est essentiellement pour cela qu'ils ont venu consulter, elle était instable à la maison, mais aussi à l'école. Elle est irritable et intolérante à la moindre frustration. Elle désinvestit les études et les instituteurs qui l'ont enseignée de cette année ont expliqué qu'elle est soit distraite, soit agitée, et faisant ce qui fait qu'elle est souvent punie. Donc, elle est souvent punie à cause du fait qu'elle ne s'intéresse pas, elle apparaît distraite, mais aussi agitée de temps en temps. M a donc eu un important fléchissement scolaire et elle va refaire l'année. Elle est devenue aussi opposante. Alors jusque-là, comme je viens de le dire, elle était décrite comme obéissante et intelligente. Elle est devenue opposante, désobéissante et paresseuse. Elle refuse d'exécuter les tâches ou fait ses tâches mal et avec une grande lenteur. Elle ne veut plus jouer avec ses pairs. Au contraire, elle a souvent des problèmes donc avec eux. Elle se plaint souvent de maux de tête et de ventre, pour lequel elle a consulté à plusieurs reprises son médecin de famille et dont les explorations sont revenues sans anomalie. Et elle a des réveils nocturnes de plus en plus fréquents, avec une notion de perte de l'appétit. Elle ne regarde plus la télé avec la famille, elle préfère plutôt s'isoler dans sa chambre où sa mère l'avait entendue plusieurs fois pleurer toute seule. À l'entretien, donc lorsqu'elle est venue en consultation, en faisant l'entretien avec elle, il s'agit d'une petite fille amorphe, de présentation vestimentaire adaptée à son âge et son genre. Elle était pâle, avec des cernes oculaires, mais elle était calme sur la chaise et restait la tête abaissée. Avec une mimique anxieuse, sans sourire, elle était lente, elle refuse de participer au jeu avec elle, donc je ne sais pas jouer. Donc souvent en consultation, nous on propose de jeux aux enfants, mais aussi on demande de dessiner. Et là, lorsqu'on lui a demandé de dessiner, elle a dit « je ne sais pas dessiner, je ne peux pas dessiner », alors qu'on vient de dire qu'elle est très intéressée par la peinture. Et elle la pratique aussi, normalement elle sait le faire, mais ce qu'elle dit, elle dit « je ne sais pas dessiner et je ne peux pas le faire ». Elle a commencé à pleurer par la suite. « Je suis nulle, je suis méchante, je ne suis pas gentille avec mes parents, c'est toujours de ma faute, personne ne m'aime. » En insistant, elle a dessiné, non, faute de frappe, elle a dessiné un petit garçon en noir, puis elle a effacé en disant « c'est pas beau, je vous ai dit que je ne sais pas dessiner. » Alors, jusque-là, M. À quel diagnostic on peut penser chez elle? Je viens de dire que les explorations organiques sont revenues sans anomalie, notamment pour tout ce qui est problème de douleur abdominale. Alors, on fait quelques propositions au moins pour essayer après de compléter par des réponses. Maaya? Famèche, quelques réponses. Oui, madame. Hein? On peut penser à quel diagnostic chez elle? Oui. Le syndrome dépressif est à premier plan avec un ralentissement moteur surtout, une perte d'intérêt et de désir. Il y a la perte d'intérêt. Hein? Bon, pour la le dévalorisation. ralentissement, on a dit que quand même, il y a des moments d'agitation, même en classe. Hein? Femme à la lenteur. Femme à lenteur, surtout pour les exécutions, oui. Oui. Donc, on pense à la dévalorisation aussi. Dévalorisation, tout à fait. Fait une chose à la dévalorisation, par exemple. Fait les dire surtout. Personne ne m'aime, oui. Oui, je ne sais pas dessiner aussi. Donc, je ne sais pas jouer. Donc, il y a une certaine dévalorisation. Je suis nulle, je suis méchante. Dévalorisation et sous-estime de soi, tout à fait. Au niveau de dessin aussi, c'est pas beau. Vous ferez tout. Je vous dis que je ne sais pas dessiner. Donc, c'est une dévalorisation qu'on peut la constater aussi
à travers le dessin, à travers le comportement, oui, tout à fait. B, la dépression. Mais est-ce qu'on peut penser aussi à autres diagnostics, à des autres diagnostics? État de stress post-traumatique. État de stress post-traumatique. Bon, est-ce qu'on a une notion de stress, de facteurs de stress, d'événements stressants qui peuvent Le déménagement. Bon, pour l'état de stress post-traumatique, on va voir après que essentiellement, ce sont des événements qui mettent en jeu et en danger la santé du sujet, de l'enfant ou de quelqu'un d'autre. Donc, c'est peu probable que ce soit le déménagement à l'origine de tout un syndrome d'état de stress post-traumatique, mais comme élément réactionnel ou trouble réactionnel ou ce qu'on appelle le trouble de l'adaptation. Oui, trouble de l'adaptation avec humeur dépressive, mais comme tu viens de le dire, on a beaucoup des éléments, beaucoup plus qu'un problème d'adaptation. Il y a une humeur qui est altérée et tout, donc on est beaucoup plus dans la dépression. Oui, tout à fait, on peut poser un tel diagnostic. Hein? Devant l'instabilité à l'école et à la maison, par exemple, et les difficultés scolaires, on peut penser aussi à quel diagnostic? Le TDAH. Le TDAH, oui, on peut penser au TDAH. Donc j'ai essayé juste de stimuler avec vous, d'essayer de faire ressortir le maximum de diagnostics, parce qu'en fait, comme vous venez de le voir, il y a différents types de symptômes. Des symptômes d'ordre comportemental, de symptômes sur le plan humeur, de symptômes d'ordre somatique. Et parfois, lorsqu'on ne fait pas vraiment, on n'essaye pas de rechercher les différents éléments, on peut porter un autre diagnostic et pas rechercher la dépression qui peut être cachée derrière. Et ce qu'on va appeler, on va donner un nom à ce type de dépression qui est cachée après, ce qu'on va appeler la dépression masquée. Donc, merci. Donc, vous avez pu quand même faire discuter quelques diagnostics. Et là, on va donc commencer par la sémiologie de la dépression de l'enfant. C'est un cas d'un enfant. Et la dépression de l'enfant, elle survient, comme dans ce cas, généralement après un événement ayant une valeur de perte. Ça peut être une perte donc authentique et comme le cas d'un décès d'un membre de la famille, d'une séparation avec les parents, en cas de divorce, en cas de séparation parentale par exemple. Mais parfois aussi un événement plus anodin qui m'amenait le cas de déménagement, de changement d'école, d'un départ d'un ami, d'un décès d'un animal de compagnie. Ça peut être un facteur, un événement qui peut déclencher cette symptomatologie dépressive. Donc, ça sera très intéressant lorsqu'on trouve une symptomatologie qui est en rapport avec une dépression chez l'enfant, de rechercher un événement qui vient de survenir qui a la valeur d'une perte par rapport à cet enfant. Ceci étant dit, parfois, il n'y a aucun événement déclenchant qui est retrouvé, mais souvent, on peut trouver ce type de facteurs déclenchants. L'installation de la dépression aussi, elle est généralement progressive et elle va s'aggraver de plus en plus. Mais ce qu'on doit rechercher, là je l'ai mis en gras, donc c'est le changement de comportement de l'enfant par rapport à la situation antérieure qui est évident. Donc souvent, ça se fait de façon progressive, parfois de façon brutale après cette perte, mais ce qu'on doit rechercher et ce qui est toujours présent, c'est le changement par rapport au fonctionnement antérieur. Et là, on a vu par rapport à cette fille que je viens de présenter dans le cas clinique, qu'elle était une jeune fille, donc aimable, obéissante, très intelligente, et il y a eu un changement quand même manifeste, que ce soit sur le plan intellectuel et investissement scolaire, que ce soit sur le plan comportemental avec désobéissance et opposition, mais aussi sur le plan humeur aussi, ce qui a été aussi très remarqué. Donc le comportement surtout, c'est à travers le comportement qu'on va constater la modification et le changement chez cet enfant. Donc, toujours comme chez l'adulte, pour la dépression, il y a différents types de symptômes. Des symptômes en rapport avec tout ce qui est émotionnel ou humeur, les problèmes dans tout ce qui est pensée ou cognition, des problèmes d'ordre physique et somatique, et ça a de la valeur chez l'enfant et l'adolescent beaucoup plus que chez l'adulte, et sur le plan comportement,
et c'est ça généralement qui est qui va gêner beaucoup plus l'entourage que les autres signes. Je vais commencer par les signes éthymiques. Donc, comme vous le connaissez tous, souvent chez l'adulte, on trouve une humeur qui est triste. Donc, elle peut être aussi franchement triste chez l'enfant et le visage qui est refermé avec un sourire rare, donc un visage triste comme chez l'adulte. C'est possible, mais c'est pas le cas le plus fréquent. Donc, souvent, on va trouver une irritabilité à la place de la tristesse. Donc, un enfant سريع الانفعال. Donc, généralement, donc, la tristesse, elle va être remplacée par l'irritabilité, avec de peurs faciles et parfois inexpliquées, une perte d'intérêt et de plaisir, comme vous venez de le dire, qui est remarquable, surtout pour les activités ludiques que l'enfant exerçait auparavant. Et là, on a vu pour la peinture, par exemple. Donc, ce qui est particulier aussi chez l'enfant, chez l'adulte, on retrouve dans la plupart des cas une perte d'intérêt et de plaisir qui est généralisée dans les différents domaines de la vie. Chez l'enfant, c'est pas toujours le cas, mais on trouve plutôt une perte d'intérêt et de plaisir par domaine, donc dans un secteur de la vie, pas dans un autre. Donc parfois, on trouve même des filles qui viennent avec un surinvestissement scolaire pour fuir donc les difficultés qu'elle avait, alors qu'elles vont plutôt avoir un désintérêt pour tout ce qui est l'activité ludique ou activité de plaisir beaucoup plus que l'activité scolaire. L'enfant peut exprimer un sentiment d'ennui, je m'ennuie, j'en ai marre, et de culpabilité comme chez l'adulte, tout est de ma faute, je ne mérite rien. Donc, il peut exprimer ses sentiments, mais on peut aussi, même s'il n'exprime pas ses émotions, on peut les constater à travers ses comportements et ses pensées. Sur le plan cognitif, une perte d'estime de soi, je suis nul, je suis bon à rien. La dévalorisation, j'en sais pas, je suis pas sûre d'y arriver, qui m'a amené pour le dessin à la petite, je sais que j'y arriverai pas, c'est de ma faute, je suis méchant. Et un sentiment de perte d'amour, surtout, et là on le trouve beaucoup chez l'enfant, parce que l'enfant, il se voit, étant jeune, il se voit beaucoup plus dans sa relation avec ses parents ou avec son instituteur, par exemple, avec l'image, la figure d'attachement, avec la figure d'autorité parfois. Donc, ce sentiment de perte d'amour, il est souvent exprimé par les enfants déprimés qui vont dire « Mes parents ne m'aiment pas, personne ne m'aime, je ne mérite pas que mes parents m'aiment. » Donc, c'est toujours une expression par rapport à cette perte d'amour, surtout par rapport à ses parents. Sur le plan cognitif aussi, ce qu'on va remarquer, des difficultés de la concentration, d'attention et de mémoire qui vont aboutir généralement à un fléchissement scolaire comme dans ce cas. Et parfois, ça peut être à l'origine d'un problème, des difficultés diagnostiques s'il s'agit d'un problème qui est au premier plan. Et qu'on a des difficultés de concentration, attention et de mémoire au premier plan avec un fléchissement scolaire et on ne fait pas attention à tout ce qui est humeur, à tout ce qui est irritabilité, à tout ce qui est idée noire et on ne le cherche pas, on peut porter à tort le diagnostic d'un TDAH. Les difficultés scolaires donc, ou l'échec scolaire peuvent être le motif de consultation dans plusieurs cas, notamment dans notre société. Donc, on investit, les parents, ils investissent beaucoup la scolarité dans notre société. Et c'est pour cela, parfois, ils ne font pas attention à ce changement de comportement et changement d'humeur chez l'enfant que lorsque l'échec scolaire va survenir. Et ça peut constituer en lui seul un motif de consultation. Et derrière, on va trouver à l'origine de cela une dépression. Le dessin de l'enfant, donc, il va faire cette ébauche de dessin qui s'accompagne souvent avec de commentaires négatifs. C'est raté, c'est pas bien, c'est pas beau. Et il s'agit souvent de petits dessins qui sont peu toniques. Il n'y a pas de l'activité là-dessus, il n'y a pas de vie. Noirci, donc il n'y a pas beaucoup d'utilisation de couleurs vives, plutôt noirci, souillé, et délivrant une sensation de solitude. Donc, un petit dessin dans le coin où il y a un objet, où il y a une personne toute seule, et parfois il va effacer et il va dire que c'est pas bien. Et il va d'ailleurs dessiner avec beaucoup d'insistance et pas de façon spontanée comme ils le font beaucoup des enfants en entrant en consultation. Et
ceci cache donc, comme on vient de le discuter, un sentiment de dévalorisation et de manque d'estime de soi. Sur le plan comportemental, et parfois aussi ça peut être le premier symptôme, souvent on sait que pour la dépression de l'adulte, on retrouve plutôt un ralentissement psychomoteur. Ça constitue donc un élément diagnostique essentiel. Ça peut être vu aussi chez l'enfant, mais il est souvent remplacé plutôt par une instabilité psychomotrice, voire une agitation, une excitation, une agressivité envers les pairs, envers la fratrie. Donc, ce qu'on va trouver chez l'enfant, c'est beaucoup plus une instabilité psychomotrice qu'un ralentissement psychomoteur. Cette instabilité peut contraster avec des moments de repli et d'inertie, comme dans le cas de la petite qu'on vient de présenter. Elle est agitée, elle apparaît agitée en classe par exemple, mais elle fait des moments de solitude et de retrait avec des pleurs toute seule à la maison et elle évite de regarder la télé en famille. Un désinvestissement ou un surinvestissement scolaire, donc comme je viens de dire qu'il y a dans certains cas un surinvestissement scolaire pour fuir tout ce qui est activité ludique, tout ce qui est activité donc aimée auparavant, tendance aux accidents, aux blessures et recherche de punition. Donc, c'est un cache aussi. Donc, ce sont des enfants, ils jouent par exemple en consultation avec de bleus, ils souvent ils tirent, يعملوا مشاكل في القسم et souvent ils sont punis pour des trucs qu'ils peuvent contrôler généralement. Donc, cette recherche de punition aussi cache derrière elle un sentiment de culpabilité pour lequel ils se sentent donc quelque part pour lesquels ils vont nécessiter une punition. Donc, ça cache aussi derrière un sentiment de dévalorisation et surtout de culpabilité. Pour les accidents, notamment s'il s'agissait d'adultes, il peut même, surtout chez l'adolescent, on doit chercher par exemple des passages à l'acte et des automutilations. On va parler dans les suites de spécificité de l'adolescent. Pour les signes somatiques, c'est très fréquent chez l'enfant et c'est à l'origine de consultations très fréquentes en pédiatrie, en médecine de famille. Donc, ils vont faire et refaire beaucoup d'évaluations d'ordre somatique, des examens complémentaires pour que ce soit pour des plaintes somatiques, par exemple des douleurs abdominales, des vomissements, des céphalées, mais aussi parfois pour troubles de l'appétit et encore plus de troubles de sommeil. Donc, lorsqu'on a un enfant qui vient consulter pour des signes somatiques, c'est vrai, on doit éliminer tout ce qui est cause organique, mais on doit obligatoirement penser à une dépression. Quels sont aussi ces signes somatiques? Il y a des troubles de l'appétit, perte d'appétit chez le petit enfant surtout, grignotage et hyperphagie chez les grands enfants et le préadolescent, beaucoup plus. Le trouble du sommeil aussi sont très variables selon l'âge. Chez l'enfant, on va voir des refus de coucher, des cauchemars, des réveils anxieux. Après, on va commencer avec l'âge à voir l'insomnie ou l'hypersomnie. Les troubles sphinctériens, une énurésie secondaire ou une onchoprésie secondaire peuvent apparaître et constituer même parfois le motif de consultation. Donc, ce sont des signes régressifs qu'on peut observer en cas de dépression, associés aux autres symptômes bien sûr, et les autres plaintes somatiques qui sont très fréquentes à titre de céphalée, de douleurs abdominales et qui constituent une caractéristique de la dépression de l'enfant. On doit le rechercher systématiquement. Les idées noires et les idées suicidaires, c'est surtout des idées de mort qui peuvent verbaliser l'enfant. Donc, il va dire « ça serait mieux si je mourais »,« la vie ne vaut rien ». Les idées suicidaires, là, directement donc verbalisées dans le sens suicidaire, ils sont rares, pas comme l'adolescent. On va voir que chez l'adolescent, c'est la hantise, donc à rechercher et à craindre systématiquement chez un adolescent qui est déprimé. Ça ne veut pas dire que chez l'enfant, on ne va pas trouver de passage à l'acte. Non, ça existe des passages à l'acte, mais ça reste rare par rapport à l'adolescent. Donc, ces passages à l'acte sont sous forme de tentatives de suicide, surtout fréquents en préadolescence et chez l'adolescent. Dans tous les cas, une tentative de suicide chez l'enfant est toujours un signe d'appel et on doit rechercher derrière une dépression et les facteurs aussi associés de graveté notamment.
Donc, devant cette symptomatologie, on vient donc, de discuter différents diagnostics différentiels. Sauf que surtout, chez un enfant qui est jeune, il faut penser à tout ce qui est douleur chronique. Donc, ici, par exemple, vous avez vu, on a décrit qu'elle était pâle, qu'elle avait des cernes aux yeux, par exemple. Et donc, les enfants qui ont une douleur chronique, à cause d'une pathologie chronique, surtout d'âge jeune, entre l'âge de 5-6 ans, ils peuvent présenter une symptomatologie similaire à une dépression de l'enfant, alors que c'est la douleur qui est à l'origine de la symptomatologie. Ceci étant dit, il y a aussi une association fréquente entre un problème douloureux chronique et une réaction dépressive. Donc, un sujet qui a un problème chronique, par exemple, je donne comme exemple leucémie, par exemple, il va présenter des symptômes qui ressemblent à la dépression, mais aussi, par conséquence psychologique de sa maladie, il peut présenter une réaction dépressive. Donc, ça peut constituer un diagnostic différentiel ou un diagnostic associé. Je vais passer maintenant au deuxième cas clinique. Et là, on va parler plutôt d'un jeune qui est âgé de 16 ans. Donc, S, c'est un adolescent qui est âgé de 16 ans, dont le père est âgé de 48 ans. Il est ouvrier dans une usine. Sa mère âgée de 39 ans, elle est femme au foyer. Il est le troisième d'une fratrie de 4 qui sont tous en bon état de santé. Donc, S aurait un développement dans les normes. Il n'a pas d'antécédents familiaux ni personnels et la famille donc, a des difficultés socio-économiques. Il est scolarisé en première année secondaire. Décrit jusque-là comme un bon élève, il a eu ce dernier semestre 8 sur 20 de moyenne alors qu'il a réussi l'année dernière avec 14 sur 20. Il présente depuis quelques semaines des accès de colère inexpliqués avec hétéroagressivité et des bris d'objets. Lors de l'un de ces accès, il aurait menacé sa mère avec un couteau. Les parents vous rapportent une irritabilité, des colères, des fugues de quelques heures, des menaces suicidaires, une tendance à l'isolement alors qu'il est décrit auparavant comme sociable et ayant beaucoup d'amis. Les parents ont des doutes sur une consommation de substances et des fréquentations à risque. Jusque-là, je nous trouve comme similaire par rapport à la jeune fille qu'on vient de présenter dans le premier cas. Pour tout ce qui est contexte. شنو الحاجات اللي ça se ressemble dans les deux cas. تسمعوا فيها؟ Le fléchissement scolaire et les troubles de changement de comportement. Les troubles de comportement, oui, on va parler أكثر. أما في الcontexte في survenu. إذا يقرأ première année هنا قلت لكم غلطة donc première année secondaire. Donc il y a eu probablement un changement d'établissement. Donc بدل من établissement scolaire l'établissement scolaire. Enfin bon, les difficultés socio-économiques existent dans les deux cas. Et il y a autre chose, une tendance à l'isolement alors qu'il est décrit auparavant comme sociable et ayant beaucoup d'amis. Et il y a une certaine rupture, c'est la notion de changement sur laquelle on vient d'insister, le changement dans le comportement. Donc, il y a changement dans le comportement. Il y a le trouble de comportement, comme vous venez de le dire, mais qui sont différents par rapport à ceux de l'enfant. On va donc détailler après. Et il y a une notion de perte, un changement, un facteur à l'origine de ce changement qu'on peut le trouver. C'est beaucoup moins fréquent que chez l'enfant, mais on doit rechercher la présence d'un facteur déclenchant. À l'entretien, donc, sa tenue vestimentaire était débraillée, il avait les cheveux mal coiffés, il avait des cernes oculaires, il avait la mimique triste et anxieuse, il avait le contact qui était difficile, il était distant, répond brièvement aux questions ou reste silencieux au début, puis le contact s'est amélioré progressivement. Il dit que personne ne l'aime, il verbalise un sentiment d'ennui,
Et là, c'est le mot qui va se répéter beaucoup chez l'adolescent. Et deux vides qui l'envahissent. Il regrette ses passages à l'acte et se culpabilise. Il rapporte que ses parents ne le comprennent pas, qu'ils sont très rigides. Il ne dort pas bien depuis 2 semaines. Mais, comme dans l'autre cas, on peut penser à quoi? Un adolescent qui vient avec des troubles de comportement, de bris d'objets, de menaces suicidaires, des accès de colère, des intérêts par rapport à sa présentation. Il avait un contact qui est difficile et il regrette des passages à l'acte qu'il a fait. À quel diagnostic on doit penser? Et là, il y a beaucoup de diagnostics différentiels. C'est ça ce que fait aussi de diagnostic de la dépression chez l'adolescent, un diagnostic difficile, أكثر من l'adulte et parfois أكثر من l'enfant. À quel diagnostic on peut penser? عمره 16 ans. Excuse-moi. ايه اش قلت لي؟ ما عرفش كان سمعت غلط ولا حاجه، خممت في حاجه سكيزوفريني هكا. Oui. Oui, on doit penser à ce qu'on appelle donc un mode d'entrée dans la schizophrénie. Oui, on doit rechercher, notamment comme vous venez de dire, comme je viens de le dire, cheveux mal coiffés, une présentation à laquelle il n'est pas très intéressé, elle n'est pas soignée. Un contact qui est difficile, dans les troubles psychotiques, le contact est difficile. Il y a ce contact qui était distant aussi. Bon, il s'est amélioré peu à peu. Oui, on doit penser à cela. عندك الحق. باش نجمو نخمو آخر. Donc هذه يظهر لي ما كملتش قريتها لكم سامحوني. Donc, il se plaint aussi de troubles de la concentration, rien ne lui fait plaisir. Il affirme avoir expérimenté l'alcool, ou dernièrement le cannabis. Il verbalise des idées de mort comme étant le meilleur issue pour sa souffrance. Il rapporte avoir passé à l'acte suicidaire il y a un mois par phlébotomie. Ben, خممنا في السكيزوفريني. Voilà, mode d'entrée dans la schizophrénie, oui. Chez un adolescent, يقولوا كان جي أكبر شوي فوق 18 ans, à quel problème on peut penser aussi? شكون هم اللي يعملوا des passages à l'acte هكا؟ Les troubles? Un trouble de la personnalité. Tout à fait. Quel type de trouble de la personnalité? Antisocial. Notamment antisocial, oui. On peut penser à un trouble de la personnalité antisociale. Oui, bien sûr, quand vous connaissez déjà, on ne peut pas porter le diagnostic de trouble de la personnalité avant l'âge de 18 ans. Donc, généralement, on attend jusqu'à l'âge de 18 ans, mais on parle d'une organisation de la personnalité vers tel ou tel type de personnalité. Et là, lorsqu'il y a un problème avec la loi, avec la limite et ces troubles de comportement, on peut penser à une organisation de la personnalité sous un mode antisocial. Sauf que chez l'enfant, il y a ce qu'on appelle les troubles de conduite. Donc, les troubles de conduite, ce sont des enfants et des jeunes, donc adolescents, qui présentent des troubles de comportement avec un problème donc de limite et non-conformité à la loi et qui peuvent évoluer après vers un trouble de la personnalité antisociale. Et donc, on doit penser à la personnalité antisociale. Il y a un autre type de personnalité, il regrette ses passages à l'acte et se culpabilise. Oui, très bien. Est-ce que l'antisocial a la culpabilité d'habitude? Non. L'antisocial, ma femme a un sentiment de culpabilité. Il le fait, il vous dit que c'est eux qui sont en cause, il faut le faire. Alors que les personnalités limites ou la borderline, oui, on trouve beaucoup de passages à l'acte, notamment, tout ce qui est auto-mutilation, qui m'a le phlébotomie, et on peut penser aussi à une personnalité borderline
notamment lorsqu'il exprime ce sentiment donc, de vide et tout. Ben, très bien. Déjà, on a pensé à deux choses, ou puisque c'est un adolescent, on peut penser à quoi d'autre? Jusque-là, on est en train de à peu près trouver les différents diagnostics. Chez un adolescent qui essaye de se mettre à distance par rapport à la famille, qui expérimente beaucoup des substances, qui est devenu opposant surtout envers les parents et s'éloigne de plus en plus de contexte familial et essaye d'avoir des amis et de groupes d'amis. Est-ce que c'est toujours pathologique ou l'est? Bon. Crise d'adolescence. Pardon? Crise d'adolescence. La crise d'adolescence. Oui, tout à fait. On peut penser à ce qu'on appelle la crise d'adolescence ou crise d'originalité juvénile. Il y a beaucoup de nominations selon les types de symptômes présents. Donc, la crise d'adolescence, on peut penser chez un adolescent chez qui les symptômes sont transitoires et vont s'améliorer avec donc, le développement et avec l'évolution à une crise d'adolescence. Sauf que ici, je pense qu'il y a beaucoup un retentissement qui est très important. Il y a beaucoup d'éléments de l'humeur qui sont présents. Mimique triste et anxieuse, ces tentatives de suicide, ces idées suicidaires avec un passage à l'acte. Et donc, on va plutôt penser au diagnostic d'une dépression. dépression, comme c'est pas dans le contexte de secours. Dépression. Est-ce qu'il est comme un adolescent avec tous ces symptômes? Est-ce que vous pensez directement à la dépression ou là c'est difficile pour vous? Jusque-là, قبل ما نقراو الكور. حسب رأيكم. C'est pas difficile, hein? Madame, j'ai l'impression que je me fais pratique. Comment faire la différence entre une psychose ou une dépression? des éléments par une psychose. Tout à fait. باش نحكيو عليهم شويه اخر في discussion diagnostique. يعطيك الصحه. D'ailleurs, il faut penser à un mode d'entrée dans la psychose. Vraiment, il faut faire aussi le suivi de ces sujets pour qu'il n'y apparaisse pas d'autres symptômes. Je vais aborder ceci dans la partie qui vient tout de suite. Donc, très bien, vous avez à peu près évoqué les diagnostics Mohami. Donc, la sémiologie de la dépression chez l'adolescent, il y a beaucoup de difficultés en fait. Mis à part les spécificités qui m'a chez l'enfant, les limites sont floues. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un authentique état dépressif? Est-ce qu'il s'agit d'affects à tonalité dépressive qui pouvant entrer dans le cadre du processus de maturation de l'adolescent? L'expressivité aussi, elle est très fluctuante. Les symptômes d'appel sont souvent atypiques, souvent des troubles de comportement par exemple au premier plan, des consommations, de conduite à risque, chez l'adolescent notamment. Chez l'adolescente, on peut trouver beaucoup de troubles centrés sur le corps, que ce soit automutilation ou problèmes alimentaires. Et donc, si les symptômes dépressifs à l'adolescence sont très proches de ceux de l'adulte, il existe quand même beaucoup de particularités qu'on doit relever. On va toujours donc essayer de faire ressortir les symptômes selon les différentes sphères. Donc, il y a donc le sphère émotionnelle, des pensées physiques et bien sûr comportementales. Donc, les signes typiques, la tristesse, l'irritabilité toujours, comme chez l'enfant, remplace souvent l'humeur dépressive. L'événement déclenchant doit être aussi recherché et le problème, comme je viens de l'évoquer, Tawa, il s'agit d'une symptomatologie qui est variable, qui est environnement sensible. C'est-à-dire, elle est fluctuante parfois selon le contexte, selon là où se trouve l'adolescent. Il peut présenter beaucoup de problèmes, beaucoup plus à la maison que à l'école par exemple, ou l'inverse. Ça dépend aussi de personnes avec lesquelles il va avoir affaire. Il y a aussi une anxiété très importante. D'ailleurs, sur l'examen, on a dit qu'il s'agit d'un enfant adolescent qui se présentait comme une tristesse, avec une tristesse, mais aussi une anxiété. Donc, il est plutôt irritable et avec une hostilité. Les signes cognitifs, un ralentissement cognitif peut être remarqué. Les troubles de contenu de la pensée sont
très fréquent, avec une autodévalorisation, vision négative de soi, du monde, de l'avenir. Et l'adolescent dit rarement qu'il est triste ou déprimé, mais il va dire qu'il en a marre, qu'il a la tête vide, qu'il s'ennuie. Et donc, أكثر كلمات, on peut le voir, on peut le constater chez un adolescent qui est déprimé, il va dire فادت, راسي فارغ, donc la tête vide, et un sentiment surtout d'ennui. Beaucoup plus qu'il va verbaliser une tristesse. Et surtout, les idéations suicidaires. Il faut le rechercher systématiquement chez l'adolescent. C'est très fréquent. Sont très fréquentes les idéations suicidaires et parfois même des passages à l'acte. Les signes de comportement, inhibition psychomotrice qui est inconstante, mais avec plus souvent une excitation que ralentissement psychomoteur ou l'éveil transitoire d'inhibition transitoire, il se présente comme excité et même lorsqu'on a un ralentissement psychomoteur, il y aura des moments de l'éveil transitoire de l'inhibition psychomotrice et là, on va constater ce qu'on appelle l'agir qui va remplacer les pensées. Il n'y a pas cette possibilité de mentalisation avant le passage à l'acte. Donc, ça, un événement, directement, il va penser à l'acte. Il y a une tendance à l'agir déjà présente chez l'adolescent par sa nature, au cours de son développement, par ses particularités psychologiques, mais qui devient beaucoup plus importante aussi lorsqu'il présente des difficultés psychologiques, notamment au cours de la dépression. Donc, nombreux symptômes peuvent masquer un syndrome dépressif à l'adolescence et peuvent être considérés comme des équivalents dépressifs, comme je viens de le dire, agressivité, passage à l'acte, notamment les fugues et les vols. Donc, ils vont faire des fugues répétées, des conduites centrées sur le corps, l'anorexie, l'hyperphagie, les conduites sexuelles anarchiques, la toxicomanie, l'instabilité. Parfois, ils vont présenter une phobie scolaire et aussi des accidents à répétition qu'on va constater et qui peuvent constituer des équivalents dépressifs. Les signes somatiques aussi qui sont présents qui m'a l'enfant. Donc, les troubles de sommeil et l'appétit sont plus fréquents chez l'enfant. La somatisation de tout type, céphalée, dysménorrhée, mais on trouve particulièrement des douleurs dorsales, des douleurs dorsales, d'où la sollicitation donc de médecins de première ligne. Et là, c'est ce qu'on appelle le concept de la dépression masquée. Là, donc, c'est un résumé pour résumer les particularités de la dépression chez l'adolescent par rapport à l'épisode dépressif caractérisé de DSM. Donc, l'épisode dépressif caractérisé de DSM, il décrit la dépression chez l'adulte, mais il y a à chaque fois des particularités par rapport à l'enfant. Donc, pour l'épisode dépressif caractérisé chez l'adulte, on a une humeur dépressive pratiquement toute la journée, alors que chez l'adolescent, une humeur qui est irritable ou revendicatrice et préoccupations morbides qui sont envahissantes. Diminution d'intérêt et de plaisir dans ces activités pour l'adulte ou pour les DSM en général. On trouve chez l'adolescent perte d'intérêt dans le sport, le jeu vidéo et les activités entre amis. Chez l'enfant, c'est plutôt sectoriel, pas toujours envahissant pour tous les domaines. Perte ou gain de poids qui est significatif. Chez l'adolescent, on peut trouver un retard de la courbe de poids, une anorexie, une bulimie et des plaintes somatiques fréquentes surtout. Chez l'adulte, on va trouver une insomnie ou une hypersomnie, alors que chez l'adolescent, et de plus en plus on constate ceci, on va trouver que cet adolescent va regarder la télévision excessivement et tard la nuit, et il va refuser plutôt de se lever le matin pour aller à l'école. Pour l'adulte, on va trouver ralentissement psychomoteur souvent avec la notion, ils mettent comme spécificité dans la classification agitation chez le jeune. Chez l'adolescent, on va trouver des menaces et des tentatives de fugue, donc cette tendance à l'agir chez l'adolescent. Fatigue ou perte d'énergie chez l'adulte. Chez l'adolescent, comme je viens de le dire, c'est ce sentiment d'ennui, sentiment de dévalorisation ou de culpabilité. Chez l'adolescent, un comportement négatif et ou oppositionnel, l'opposition. Diminution de capacité de se concentrer et indécision. Pour l'adolescent, il ne va pas exprimer
ceci, mais ça va être constaté à travers ses résultats scolaires et son absentéisme fréquent. Et finalement, pour les idées de comportement suicidaire sont récurrents donc en cas d'épisode dépressif caractérisé selon le DSM-4, et chez l'adolescent, on va trouver des idées et de comportements suicidaires aussi récurrents et qui sont fréquents. Et d'ailleurs, le suicide, les tentatives de suicide sont beaucoup plus fréquentes chez l'adolescent et en adolescence que pour les autres périodes de la vie, adolescence et adulte jeune surtout. La notion que je viens d'évoquer et j'ai répété en fait à plusieurs reprises, c'est la notion de ce qu'on appelle la dépression masquée. Il faut faire attention lorsqu'il y a des symptômes de différents types au premier plan, mais qui peuvent masquer tout ce qui est problème de l'humeur. Lorsqu'on parle de dépression, on parle de problème de l'humeur et donc on doit rechercher une anomalie au niveau de l'humeur, notamment tristesse ou irritabilité, alors que d'après ce que je viens de présenter, que ce soit chez l'enfant et chez l'adolescent, il y a dans plusieurs cas d'autres symptômes qui viennent au premier du tableau, notamment le plan somatique, donc les troubles de comportement avec des violences, des fugues, des vols, des troubles de comportement alimentaire, clonerie, toxicomanie, tentative de suicide, mise en danger répétée. Donc, ce sont des troubles de comportement qui, parfois, ils vont constituer à eux seuls le motif de consultation ou, dans d'autres cas, une inhibition et donc restriction de champ d'intérêt et un retrait. Et là, dans ce cas, par exemple, on va beaucoup plus penser à une schizophrénie, par exemple, que penser à une dépression. Donc, dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle les dépressions masquées. C'est une dépression dont le symptôme de dépression, notamment sur le plan humeur, ont été masqués et cachés par d'autres types de symptômes qui viennent au premier plan, notamment le plan somatique, le trouble de comportement, qui peuvent masquer les autres symptômes de dépression. Et donc, on doit faire attention à ce type de dépression parce que ça constitue un type très fréquent de dépression chez l'enfant, mais aussi chez l'adolescent. Pour les diagnostics différentiels de dépression chez l'adolescent, donc vous venez donc de parler de phase prodromique de schizophrénie ou à la mode d'entrée dans la schizophrénie. Il y a une difficulté de distinction entre dépression avec symptômes psychotiques surtout et psychose. Ce qu'on doit rechercher pour répondre à la question il faut rechercher surtout tout ce qui est donc signes dissociatifs, tout ce qui est problème en rapport avec une activité délirante ou elle est idée délirante, alors qu'en réalité, on peut trouver beaucoup des éléments qui sont en commun, notamment la réduction de l'attention et la capacité de concentration, le fléchissement scolaire, l'anédonie, les gestes suicidaires qui sont fréquents dans les deux cas. Mais on doit faire attention sur la recherche de fonctionnement prémorbide. Est-ce qu'il avait un fonctionnement qui est normal? Est-ce qu'il y a eu un changement ou un facteur déclenchant? Et surtout, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent nous faire penser beaucoup plus à une schizophrénie ou à un mode d'entrée dans la schizophrénie, notamment des anomalies d'ordre idées délirantes ou troubles de comportement qui peuvent refléter certains éléments qui peuvent évoluer vers une dissociation. Ceci étant dit, c'est pas souvent très facile de faire la part. Et parfois, c'est le temps, donc souvent à l'occasion de l'occlusion brutale de la psychose, qui va démasquer le processus morbide qui est en route. Donc parfois, on peut même retenir le diagnostic d'une dépression parce qu'on n'a pas suffisamment des éléments qui peuvent attirer notre attention vers un mode d'entrée dans la schizophrénie parce que c'est encore dans la phase prodromique, et qui peuvent après de plus en plus apparaître d'autres symptômes qui peuvent nous amener à retenir le diagnostic. Donc, il faut faire le suivi de chez les adolescents, notamment qui présentent des formes avec un retrait très important, des troubles de contact et de comportement. Si on revient au cas clinique, quand même, on n'a pas suffisamment des éléments en rapport avec notamment sur le plan contact ou sur le plan aussi production et discours, on n'a pas d'anomalie très importante pour penser directement à une schizophrénie. Hatta fait le discours ça a été cohérent, il n'y avait pas vraiment des idées délirantes ou elle a des idées de persécution ou elle a des idées
Bon, مثلا ses parents, je pense, il a dit ses parents ne l'aiment pas. Mais c'est très fréquent de trouver ce type de discours chez les enfants qui sont déprimés. اللي سألتني la question جاوبتها ولا مازالت ما فهمتش؟ فما حد سألني une question par rapport au fait de faire la différence. Oui. كان تسمعوني قولوا لي نسمع فيك راهو خاطر très bien. Donc, est-ce que je peux répondre à la question par rapport au fait de faire la différence entre mode d'entrée dans la schizophrénie et dépression? Vous cherchez le syndrome dissociatif, la désorganisation. Voilà, ça c'est surtout lorsqu'on va parler d'une schizophrénie déjà. Mode d'entrée directement. Mais parfois, peut-être la schizophrénie, il y a parfois toute une phase prodromique. Parfois, ça ne se déclenche pas de façon brutale, mais de façon insidieuse, de façon qui peut donc période d'installation parfois sur des années. C'est ça c'est dans ce cas où on va trouver des difficultés diagnostiques et parfois c'est l'association au cours de temps à d'autres symptômes qui va nous permettre de porter le diagnostic. Mais en cas de mode d'entrée dans la schizophrénie, donc une schizophrénie qu'on peut retenir directement, c'est comme tu viens de le dire, on va rechercher tout ce qui est dans syndrome dissociatif et aussi tout ce qui est syndrome productif, notamment la présence d'hallucinations et délire. Essentiellement, on peut le constater à travers le discours du patient. Ok? Deuxième diagnostic différentiel, de façon générale, on l'appelle crise d'adolescence. Mais lorsqu'on dit crise d'adolescence, c'est un ensemble en fait de symptômes très variables et qui dépend largement de l'adolescent et de son environnement. Il y a un syndrome particulier chez l'adolescent qu'on appelle le syndrome subdépressif ou les états affectifs à tonalité dépressive, qui est jusque-là considéré comme un état transitoire et normal chez l'adolescent. Donc, état affectif à tonalité dépressive avec humeur dépressive, un sentiment de nuit et surtout une morosité. C'est pas la tristesse, mais c'est la morosité de l'humeur. Donc, un sentiment de nuit avec manque d'intérêt, peu d'ouverture sur l'extérieur, sensation de temps qui ne passe pas. La morosité, elle se manifeste par un aspect particularité de la déprime de tout adolescent. Les adolescents, un état qui se manifeste par un refus d'investir le monde des objets et des êtres, un certain isolement. Il va dire rien ne sert à rien, le monde est vide. Donc ces formules peuvent apparaître dépressives, mais elles ne sont pas intégrées dans le cadre thymique. C'est-à-dire, il va verbaliser, et les adolescents, ils verbalisent beaucoup des propos comme ces propos. حط شيء ما يصلح الدنيا ما عندها حتى معنى حس في روحي فادت برشا الفدا عندهم. Donc les adolescents ils vont exprimer ce sentiment de nuit, mais il n'y a pas cette intégration dans un cadre thymique, c'est-à-dire باش يحكيهم لك sans vraiment être déprimé, sont en lien avec son état d'humeur actuel. Donc c'est un sentiment vague et qui est surtout susceptible de changement. Donc ça va pas être persistant dans le temps, c'est très variable. Et donc, il n'y a pas un grand retentissement, surtout sur le fonctionnement des sujets. Et c'est pour cela qu'on parle d'un syndrome subdépressif, des états donc affectifs qui sont très fréquents chez l'adolescent. Ces états sont intermittents, avec des changements rapides et qui sont très caractéristiques de l'adolescent et n'entrent pas vraiment dans le cadre d'une pathologie dépressive. Parfois, ça peut persister dans le temps, ça peut s'aggraver et donc ça peut conduire à l'apparition d'une dépression proprement dite et l'installation des autres symptômes qui sont associés. Donc, مش أي adolescent qui vient nous dire نحس في روحي فادت قلق معناتها il a une dépression. Il faut rechercher les autres symptômes qui sont associés, notamment sur le plan humeur, sur le plan comportement et surtout le retentissement et l'évolution pour dire que s'il s'agit tout simplement d'une période transitoire subdépressive ou d'une dépression proprement dite. Donc, quand on regarde le cas clinique, il y a beaucoup quand même de retentissement, que ce soit à la que ce soit sur le plan familial, avec des passages à l'acte, avec des tentatives de suicide,
Et là, on est bien loin d'un syndrome subdépressif sans conséquences graves et sans retentissement. C'est ça, c'est pour faire la part entre un moment passager de dépressivité très fréquent chez l'adolescent et entre une dépression proprement dite. Donc, on a parlé de tout ce qui est sémiologie de la dépression, que ce soit chez l'enfant et chez l'adolescent. Donc, il y a beaucoup de particularités, qui sont communes entre l'enfant et l'adolescent, notamment tout ce qui est irritabilité, les troubles somatiques, l'anxiété aussi qui est présente, mais il y a des particularités, notamment sur le plan comportemental, surtout chez l'adolescent, à laquelle on doit faire donc attention. Dans quel cadre on peut trouver ces symptômes? Les classifications, notamment comme je viens de le dire, je veux me référer au DSM, donc le manuel statistique et diagnostic dans sa 5e version. Il y a deux grands types de troubles. Le trouble dépressif majeur ou caractérisé, le trouble dépressif majeur, le DSM 5, le DSM 4, le DSM 5, on l'appelle trouble dépressif caractérisé. Et là, on trouve le tableau MTAN et dans la durée qui doit être supérieure ou égale à 2 semaines. Et il y a un autre type de trouble qui est plus persistant, c'est la dysthymie ou le trouble dépressif persistant. Et là, il s'agit d'une durée minimale d'1 an chez l'enfant et l'adolescent, beaucoup plus chez l'adulte, et dont la symptomatologie est très variable. Par moment, on a suffisamment des éléments même de dépression, par d'autres, il y a des signes moins prononcés, mais c'est la durée qui permet de porter le diagnostic de troubles dépressifs majeurs ou d'une dysthymie. Donc, j'arrive à les comorbidités. Les comorbidités, comme je viens de le dire dès le début, l'introduction, ils sont les comorbidités surtout, je veux parler de comorbidités psychiatriques bien sûr, elles sont très fréquentes. Donc, elles sont à rechercher de façon systématique. Il y a les troubles anxieux, que ce soit TOC, l'anxiété de séparation très fréquente chez l'enfant, on va en parler les phobies scolaires qui peuvent compliquer les anxiétés de séparation, les troubles anxiété généralisés aussi, donc ils sont dans plusieurs cas associés à la dépression. Les troubles de conduite, à la fois un diagnostic différentiel comme le cas chez l'adolescent qui présente de troubles de comportement et aussi dans d'autres cas associés. Le trouble difficile de l'attention, hyperactivité aussi, on peut le trouver comme un facteur, comme un diagnostic différentiel, mais aussi comme un diagnostic associé. Et dans plusieurs cas, on a un enfant qui est à la base porteur d'un TDAH, donc trouble difficile de l'attention, hyperactivité, et devant la non-prise en charge, la non-amélioration sur le plan scolaire, le rejet des amis à cause de troubles de comportement, il peut présenter une complication dépressive et il va venir consulter pour une dépression et après on va trouver comme associé un TDAH qui a engendré par complication la dépression associée. Le trouble obsessionnel compulsif, les troubles des apprentissages, les troubles d'apprentissage scolaire, que ce soit de l'écriture ou de lecture, comme dysorthographie et dyslexie. Aussi, c'est à peu près dans le cadre parfois d'une complication, mais aussi dans le cadre d'une association. Et le trouble de conduite alimentaire, là surtout chez l'adolescent, comme je viens de le présenter. L'évolution de troubles dépressifs chez l'enfant et l'adolescent. La particularité, c'est la récurrence en fait. C'est vrai que les épisodes dépressifs sont dans la plupart des cas vont être résolus de façon spontanée après en moyenne une durée de 9 mois. في الديستيمي قلنا فما على الأقل durée d'une année وتقعد من 2 حتى 4 ans par exemple spontanément. Mais le risque toujours, c'est la récurrence et bien sûr tout ce qui est complication. Donc, la probabilité d'une récurrence dans le 2 ans, elle est de 40% et elle reste élevée même après l'arrêt de traitement. Et on va voir, lorsqu'on va traiter, c'est sur ce point qu'on va essayer d'agir le maximum par la durée de prescription. Donc, la probabilité qu'un nouvel épisode survienne à l'âge adulte est aussi importante. Donc, un adolescent ou un enfant
qui aurait présenté une dépression étant jeune, il a beaucoup plus de risques de présenter une dépression à l'âge adulte qu'un autre qui ne l'avait pas présenté auparavant. Les complications qui sont aussi possibles au cours de cet épisode, le risque suicidaire, bien sûr, qu'on doit rechercher de façon systématique et ça constitue un facteur de gravité, notamment beaucoup plus chez l'adolescent, mais aussi possible chez l'enfant. L'échec scolaire avec toutes les conséquences sociales, la délinquance, la toxicomanie et tout ça. Les troubles de conduite avec risque de restructuration de la personnalité sur un mode caractériel ou psychopathique, donc ça peut évoluer vers une personnalité psychopathique, et l'abus de substances peut être associé et peut compliquer la survenue de cette dépression. D'où l'intérêt donc de traiter suffisamment et convenablement. Quels sont les facteurs de risque possibles d'une dépression? Est-ce que les peuvent présenter une dépression? Oui, ça c'est sûr. N'importe quel enfant, de n'importe quel niveau socio-économique, de n'importe quel type de famille, de n'importe quel âge, il peut présenter une dépression. Sauf qu'il y a certains facteurs de risque qui ont été donc collectés à travers surtout les études et ils ont été classés par des facteurs d'ordre biologique, d'ordre psychopathologique, d'ordre familial et d'ordre social. Pour tout ce qui est biologique, c'est surtout l'antécédent familial de dépression, d'abus de substances chez les parents. C'est un facteur de risque très important. La puberté, on a beaucoup plus de risques, même les études l'ont montré sur le plan statistique, de présenter une dépression au moment de la puberté qu'en étant enfant, en étant un peu plus âgé. Pathologie somatique chronique. Donc, quelqu'un qui a une pathologie somatique chronique qui évolue dans le temps avec toutes les répercussions possibles, il peut présenter une dépression, quelqu'un qui est en très bonne santé. Et surtout, j'insiste sur le fait d'avoir un antécédent personnel de dépression. Et c'est le risque important de récurrence que je viens d'évoquer. Sur le plan psychopathologique, il y a la comorbidité psychiatrique, les tempéraments très émotifs. Donc, il y a des gens qui ont un tempérament déjà, ils sont nés avec un tempérament très émotif. Et donc, ils sont susceptibles d'être très irritables et facilement donc avoir des fluctuations rapides de l'humeur. Le style cognitif négatif et la faible estime de soi. Le traumatisme, donc, d'avoir vécu de traumatisme, que ce soit d'ordre psychologique surtout, d'ordre accidentel par exemple. Donc lorsqu'on parle trauma, là surtout on parle de traumatisme en rapport avec les abus, en rapport avec la maltraitance. Les deuils et les pertes. Et on vient déjà de dire que souvent, surtout chez l'enfant, on trouve un facteur qui est déclenchant qu'on doit rechercher en rapport avec une perte plus ou moins importante, mais qui a de l'intérêt pour l'enfant. Les facteurs de risque d'ordre familial, le style négatif de parenté, notamment des parents qui sont très rigides, qui font beaucoup de punitions physiques par exemple, le trouble psychiatrique chez les parents, n'importe quel type de trouble psychiatrique, le conflit des parents enfants et l'abus ou négligence dans le cadre familial. Ou les maltraitances et les abus de négligence, lorsqu'ils surviennent dans le cadre familial, ils ont beaucoup plus de répercussions à l'enfant ou à l'adolescent que lorsqu'il se vient d'un quelqu'un le cercle familial. D'ordre social, les enfants et les adolescents délinquants, ils ont beaucoup plus de risques à présenter de troubles de l'humeur, notamment une dépression. Les enfants abandonnés et institutionnalisés, d'ailleurs, ils ont le risque de présenter une dépression. Je veux juste parler un tout petit peu de cela. Et le harcèlement scolaire, ou ce qu'on appelle, je ne sais pas le harcèlement scolaire. شنو الharcèlement scolaire بالعربي؟ C'est le bullying. نستعملوه أكثر كلمة إنجليزية mais actuellement même dans les articles en français نستعملوه بالعربي التنمر. Vous avez entendu parler بلا كان معايا قولوا لي معاك برك pour ne pas se sentir وحدي نحن. Allô? Oui madame. Ah, ben, très bien, très bien. Je vais passer de façon très rapide sur la dépression de nourrisson. Donc, c'est un concept quand même qui est très particulier, beaucoup plus spécifique que la dépression de l'enfant et de l'adolescent. Donc, je pense que vous allez voir en consultation beaucoup plus des sujets enfants et adolescents, mais je veux attirer votre attention sur la possibilité qu'un nourrisson présente une dépression. Et oui, les nourrissons peuvent présenter une dépression. C'est une réalité clinique. Souvent,
elle est sous-diagnostiquée et sous-constatée. Donc, on remarque des particularités, on peut même penser à un autisme et autres, alors qu'après, ce sont des symptômes qui ont rapport avec une dépression. Et surtout, il y a différentes formes cliniques. Bon, je vais essayer juste de présenter la forme la plus reconnue sur le plan psychopathologique essentiellement. Et c'est la description de Spitz qu'il appelait la dépression anaclétique. Anaclétique par rapport au anaclétique, le support. C'est par référence à tout ce qui est donc ce lien avec la maman essentiellement. Il existe, comme je viens de le dire, différents types de tableaux. Il y a ce qu'on appelle la dépression blanche. Et il s'agit ici d'un bébé qui est soudainement confronté à une rupture ou à une faillite de holding maternel. Donc, par exemple, une maman qui est déprimée, qui présente des difficultés d'ordre psychologique, mais surtout, les études se sont intéressées à la dépression maternelle. Cet enfant, il va présenter dans un premier temps ce qu'on appelle la sollicitude thérapeutique. Donc, il va essayer de se rapprocher de cette maman, de la faire re-entrer dans le contact avec lui, et ce qu'on appelle l'enfant thérapeute. Donc, il va pleurer, il va se présenter avec des cris, il va essayer de la faire donc revenir dans le contact avec lui. C'est une phase active, elle est très anxieuse, avant que s'installe après donc d'autres manifestations. S'il y a échec de cet essai de l'enfant de faire revenir la mère en contact avec lui, il y aura l'épuisement et l'apparition de cette phase dépressive qui, chez le nourrisson, va se présenter avec 4 types de symptômes. Il y a ce qu'on appelle, et vous allez voir que c'est très proche de symptômes dépressifs, même chez des sujets plus âgés. Il y a ce qu'on appelle l'atonie thymique, donc plus proche de l'indifférence que de la tristesse. Il va paraître indifférent au contact, il ne partage pas, il ne communique pas. Une inertie motrice, donc monotonie des gestes et des attitudes, passivité, tendance à tout ce qui est répétitif dans ses activités ludiques. Et il y a même parfois des difficultés diagnostiques avec des stéréotypes de l'autisme, par exemple. Une pauvreté interactive est un repli, donc appauvrissement progressif de la communication, diminution des initiatives et des réponses aux sollicitations, et il y a aussi une désorganisation psychosomatique avec par exemple des infections à répétition, rhinopharyngite, bronchite, diarrhée ou parfois des formes beaucoup plus sévères avec des troubles de sommeil, de l'alimentation, comme l'anorexie de nourrisson ou l'insomnie de nourrisson grave. Et après, si ça évolue dans le temps, ça peut même être à l'origine d'un retard de croissance, même un retard de croissance parfois d'origine psychogène. Donc, même les nourrissons peuvent présenter une dépression qui, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de similitudes. Bon, ce n'est pas un trouble qui est reconnu dans le DSM. Il y a des classifications spécifiques pour les enfants âgés de 0 à 3 ans. Et là, où on retrouve donc ce type de trouble. Alors, comment peut-on prendre en charge la dépression, notamment chez l'enfant et l'adolescent? Comment on peut traiter? Bon, dis maintenant par analogie l'adulte, mais on va parler des particularités. Oui. La psychothérapie. Au premier plan, première intention, et autant que possible, la seule, c'est la psychothérapie. Allez. Tout d'abord, pour tout ce qui est prise en charge curative. La première étape, c'est la reconnaissance diagnostique. Donc, parfois, on ne reconnaît pas chez l'adolescent ou chez l'enfant surtout le fait d'être déprimé. عنده مشاكل في التصرفات ما يركزش un problème éducatif mais ديما la dépression آخر حاجة نجمو نخمو فيها. Alors que lorsqu'on reconnaît déjà la présence d'une dépression, cette simple reconnaissance peut avoir une valeur thérapeutique. Donc, le fait que le médecin annonce la dépression et la souffrance à l'enfant, mais aussi à ses parents, ça soulage déjà et ça a de l'effet thérapeutique. On reconnaît,
déprimé. انت مش تعمل في هذاك على خاطر انت قاصد تعمله ومش تعمل في هذاك على خاطر انت un problème, tu as un problème éducatif ou autre, mais parce qu'il y a de la souffrance. Et donc lorsqu'on va reconnaître cette souffrance déjà, c'est la première étape thérapeutique. Les parents aussi, on doit faire ce qu'on appelle une guidance parentale. Tout d'abord la psychoéducation. On fait reconnaître que l'enfant il est déprimé, il a un tel et tel symptôme. Probablement il y a eu un facteur déclenchant pour lequel ça a été comme réaction l'apparition de cette dépression. Ça va donc aider déjà à améliorer la réaction des parents face notamment aux troubles de comportement et difficultés scolaires de l'enfant. Donc la première étape, c'est la reconnaissance diagnostique. Deuxièmement, donc, c'est la psychothérapie. C'est la pierre angulaire de la prise en charge de la dépression chez l'enfant et l'adolescent. Il y a différents types de psychothérapie, mais dans les études, il n'y a pas eu de différence très importante mais quel type de psychothérapie. Donc, n'importe quel type de psychothérapie, en fonction de la sémiologie, en fonction de la psychodynamique de l'enfant et de l'adolescent et de cadre familial aussi, mais aussi de la formation de clinicien, ce type de psychothérapie, si bien fait, il peut avoir peut-être bénéfique sur la prise en charge de l'adolescent ou de l'enfant. Aksar haja, bien sûr, on les fait, je pense même vous le faites parfois avec des patients, c'est la psychothérapie de soutien. Et il s'agit de ces entretiens à la demande. En fait, lorsqu'on parle de psychothérapie de soutien, ce sont ces types de psychothérapie où on vient par l'aider, d'aider le patient à reconnaître ce trouble et à trouver des solutions. Il y a une alliance thérapeutique, surtout il y a une expression des émotions, il n'a pas pu à les exprimer ou parfois même à le reconnaître. Et il y a cet essai avec l'adolescent ou l'enfant à retrouver des solutions. C'est ce qu'on appelle la psychothérapie de soutien. Elle est la plus utilisée d'ailleurs dans la prise en charge de la dépression de l'enfant et de l'adolescent. Il y a les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, donc on revient à tout ce qui est psychanalyse, donc ça doit être quelqu'un qui est suffisamment formé dans ce type et le choix de patient aussi doit être très rigoureux. Les thérapies à médiation très utilisées chez l'enfant, le fait d'écrire, maintenant les adolescents, enfin, il y a beaucoup des adolescents qui ne veulent pas s'exprimer, ils ont de la difficulté de s'exprimer, ils peuvent s'exprimer par l'écriture, parfois par le dessin, par le jeu, donc c'est par la médiation d'autres moyens. On peut utiliser aussi le jeu de rôle. Donc les thérapies cognitives ou les thérapies cognitivo-comportementales généralement se font de façon associée. Je pense que certainement vous les avez étudiés auparavant. Et donc l'objectif ici, ça sera d'agir sur le cognition en les modifiant, en modifiant les cognitions distordues ou défaillantes, mais aussi en changeant le comportement de l'adolescent ou de l'enfant vers un comportement plus adapté. Et d'ailleurs, les TCC ont montré une importante donc, efficacité dans le trouble psychique de l'enfant et de l'adolescent. Les thérapies interpersonnelles, et là surtout lorsqu'on retrouve un problème relationnel surtout en rapport avec cette symptomatologie, qu'on peut utiliser ces thérapies interpersonnelles, les thérapies de groupe, que ce soit de groupes des jeunes, mais aussi on peut travailler sur de groupes de famille, et ça dépend le choix en fonction qui m'appelle la sémiologie, les éléments donc psychologiques ou psychodynamiques, la dynamique familiale et la formation de cliniciens. Chose très importante, et parfois on ne s'intéresse pas à cet aspect qui est très important, notamment dans le cadre de prévention de récurrence, c'est l'intervention, voilà, les interventions sur l'environnement. Donc, dépendent pour chaque cas de l'importance des facteurs de l'environnement. Parfois, il peut s'agir d'un rapprochement avec l'un des parents, dont la séparation a été problématique par exemple, d'un aménagement de temps scolaire lorsqu'il y a des difficultés scolaires, d'une reprise de la scolarité lorsqu'il y a eu abondance scolaire, d'un placement dans une institution ou dans une famille d'accueil lorsque la famille constitue un facteur donc participant à l'apparition de la dépression.
Parfois, un travail pour restaurer et améliorer le lien mère-enfant est nécessaire, surtout chez l'enfant d'âge jeune ou le nourrissant. Donc, on travaille beaucoup sur ce lien mère-enfant. Donc, Dima, il faut minimiser au maximum le durée, minimiser au maximum les durées de déscolarisation, des absences, Dima au maximum. Donc, autant que possible, on rescolarise et l'adolescent revient dans le cadre scolaire normal. Le traitement donc médicamenteux, il est réservé dans les formes graves, donc de première intention dans des rares cas, mais c'est souvent dans deuxième intention en cas d'insuffisance de la psychothérapie ou d'aggravation au cours de la psychothérapie de cette symptomatologie. Donc, dis-moi la psychothérapie. Il y a peu de médicaments qui ont l'AMM, malheureusement, pour le traitement de la dépression de l'enfant et aussi de l'adolescent. Il y a deux grandes familles qui sont utilisées, même hors AMM. Donc, je vais vous donner la molécule wahida li عندها l'AMM tout de suite, chez l'enfant notamment. Donc, on utilise les tricycliques, l'imipramine, la clomépramine, la mitriptyline, mais bon, selon les études, n'ont pas montré de preuve de supériorité par rapport au placebo. Et surtout, il y a beaucoup des effets secondaires chez l'enfant, surtout prépubère. Et donc, généralement, on préfère les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine, l'AMM, et il y a moins des effets secondaires. Donc, on a l'AMM pour l'enfant pour plus de 6 ans, pour la sertraline, mais pour le TOC, donc l'AMM à partir de 6 ans, c'est TOC, sertraline, trouble obsessionnel compulsif, pas pour la dépression. Ce qu'on a pour la dépression, selon l'FDA et l'Agence européenne de médicaments, c'est la fluoxétine, qui a l'AMM à partir de l'âge de 8 ans, avec des doses de 10 à 20 mg pour l'enfant et jusqu'à 40 mg pour l'adolescent, et ça, c'est pour la dépression. Donc, on a l'Autorité autorité de santé, d'ailleurs, elle parle uniquement de cette molécule, donc, qui se prescrit à partir de l'âge de 8 ans dans le cadre de l'AMM, et il faut surtout faire un EEG avant le traitement pour dépister un syndrome du QT lent, à côté de bilan hépatique, mais aussi de l'examen clinique complet. Dima, il faut faire attention, qui m'a chez l'adulte, de risque de bipolarité, qui m'a le risque de virage maniaque. Bien sûr, les critères essentiels, la présence avant de bipolarité. Comment on peut l'élément, les Dima, on doit le rechercher avant de prescrire antidépresseur, chez le jeune adolescent. Voilà l'adulte. Oui, c'est la présence des épisodes antérieurs d'hypomanie ou la manie. Haka wala? Maaya wala? Oui, très bien. Donc, bien sûr, on risque d'avoir un virage maniaque. Bon, souvent, dans le cas où on a porté le diagnostic d'une dépression qui m'a la sémiologie qu'on a évoquée, on est dans une dépression qui n'entre pas dans le cadre de bipolarité, et dans ce cas, on a la possibilité de prescrire les antidépresseurs, notamment les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine, dont la fluoxétine reste la plus, avec la plus possible de sécurité, notamment devant la présence d'une AMM à partir de l'âge de 8 ans. Donc, pour l'algorithme de prise en charge, donc en fonction de la sévérité de symptômes, de la comorbidité, de risque suicidaire et de contexte familial, toujours, donc, lorsqu'une forme légère ou modérée, on fait la psychothérapie de première intention. Si ce n'est pas efficace, ou l'efficacité insuffisante ou c'est aggravé, on peut associer un antidépresseur, jamais antidépresseur seul, Dima, la psychothérapie. C'est dans de rares cas sévères, surtout avec de passage à l'acte très rapide, un risque suicidaire très important, où on peut prescrire directement de façon associée antidépresseur psychothérapie. Mais la recommandation, c'est de temporiser, donc de faire une psychothérapie avant d'associer un antidépresseur. La posologie, on commence par la faible dose, donc chez l'enfant, par 10 généralement, et on augmente sur 1 à 2 semaines pour aller par exemple à 20. Chez l'adolescent, on peut aller jusqu'à 40. S'il n'y a pas d'efficacité dans 4 à 6 semaines, on peut passer
un autre antidépresseur. Bon, je pense tout comme médecin de première ligne, et ça sera surtout la première prescription. Après, il y aura des possibilités de prescription ORAM, généralement surtout sur la fluoxétine. Donc, l'arrêt de traitement doit se faire de façon progressive, malgré le fait que la fluoxétine, surtout, on n'a pas vraiment un grand problème par un arrêt. Les doses ne sont pas très importantes devant un arrêt brutal, mais on préfère toujours l'arrêt de façon progressive. On insiste sur la durée de traitement que ne doit pas être inférieure à 6 mois. Elle est de 6 à 12 mois, même si on a eu une amélioration rapide. Allez. À la khater, femme a le risque de récurrence. Et donc, on prolonge la prescription après l'amélioration pour minimiser et prévenir le risque de récurrence de la symptomatologie. Là, je vous ai mis, peut-être d'ailleurs sur Internet, il est accessible sous forme PDF. Donc, l'autorité de santé a fait des recommandations pour la prise en charge en première ligne des manifestations dépressives à l'adolescence. C'est très bien codifié. Quand est-ce qu'on adresse un peu de psychiatre, quand est-ce qu'on fait la réévaluation et tout, c'est très détaillé, c'est très bien donc travaillé. Bon, chez l'adolescent, mais bon, les prescriptions, c'est à peu près les mêmes. Et là, comme je viens de simplifier le graphique à l'Iqbal, état dépressif caractérisé d'intensité légère à modérée, thérapie de soutien. On fait une évaluation après 4 à 8 semaines. S'il y a rémission, c'est bon. S'il n'y a pas rémission ou rémission partielle, on poursuit la thérapie de soutien. S'il y a résistance ou aggravation, on fait la psychothérapie spécifique. Donc, on peut adresser à quelqu'un qui va faire une psychothérapie spécifique. Dans le cas où la dépression, elle est complexe, elle est persistante, des comorbidités, difficultés relationnelles et familiales très importantes. On va parler donc d'un état dépressif caractérisé d'intensité sévère. On fait directement une psychothérapie spécifique. Mais s'il y a des signes de gravité empêchant tout travail relationnel, on passe à une prescription associée. Et si on a pu commencer par la psychothérapie spécifique, on fait l'évaluation après 4 à 8 semaines de psychothérapie. Si rémission partielle, on continue notre psychothérapie. S'il n'y a pas rémission ou aggravation, on associe la fluoxétine avec une surveillance étroite et le traitement doit durer de 6 mois à 1 an. OK? Quand est-ce qu'on hospitalise? En fait, on essaie, c'est vrai, de garder l'enfant dans un cadre de vie normal, ordinaire. Surtout pour sa socialisation, pour son avenir scolaire. Mais parfois, on est dans l'obligation d'hospitaliser pour garantir la sécurité psychique et physique de patient. Surtout et selon l'autorité de santé, il y a 4 indications: contexte familial et social dépassé et défavorable, risque de passage à l'acte auto et ou hétéro-agressif, difficulté prévisible de l'observance, l'observance en ambulatoire, et dans les formes sévères, notamment avec des symptômes psychotiques et un retentissement fonctionnel et ou somatique important. Ce sont le cas où une hospitalisation est indiquée. Il est préférable, si possible, que ça soit préparé. En consultation, on va essayer tel traitement, mais s'il n'y a pas amélioration dans 1 semaine ou 2 semaines, on va hospitaliser. Mais parfois, ça se fait de façon urgente lorsqu'il y a un risque très important, notamment dans le cas de risque suicidaire. La durée doit être la plus courte possible. Lorsqu'il s'agit d'un moment de crise, généralement une durée qui est courte, afin d'éviter des insertions sociales, scolaires et relationnelles. Dans les dépressions graves où l'environnement participe fortement à la symptomatologie dépressive et la persistance de troubles, l'hospitalisation peut durer plus longtemps et parfois on est obligé de re-hospitaliser à plusieurs reprises. Ça, c'est pour tout ce qui est traitement. Mais il y a aussi l'aspect préventif. Comment peut-on prévenir l'apparition d'une dépression? En fait, il y a 2 types de prévention. Il y a la prévention primaire, et là, c'est surtout d'éviter les sources de carence et les facteurs de risque. Donc, ça se fait par une préparation à la parentalité, par le fait de garantir les moyens ou les facteurs de bonne santé mentale, et on peut travailler, surtout chez le jeune enfant, pour éviter l'apparition de dépression de nourrissons et des dépressions de jeunes enfants et leur récurrence à l'âge adulte et l'adolescence.
on doit prévenir ce qu'on appelle les carences affectives à un âge très jeune par le fait d'instaurer, aider d'instaurer une bonne relation mère-enfant à un âge très jeune. La sensibilisation de tous les professionnels qui travaillent avec les enfants pour un dépistage précoce, donc les éducateurs de jardin d'enfants, les responsables de jardin d'enfants, les enseignants, le médecin de famille, les pédiatres. Donc, on peut tous détecter même des signes de dépression parfois et on peut s'aider après pour avoir un diagnostic plus clair s'il n'y a pas suffisamment d'éléments qui nous permettent déjà de faire le diagnostic et de traiter afin de pouvoir donc reconnaître rapidement les manifestations dépressives, orienter et donc prévenir les complications qui sont très fréquentes. Alors, on a donc terminé le cours. Je veux conclure par vous rappeler que la dépression est une pathologie qui est assez fréquente chez l'enfant et l'adolescent, dont le tableau clinique est dominé par le trouble de comportement, les plaintes somatiques ainsi que les conséquences scolaires. Parfois, ils peuvent présenter à eux seuls un motif de consultation. Elle est parfois méconnue et donc elle peut avoir des conséquences néfastes dans les médias, mais aussi à long terme, avec le risque très important de recurrence. Et le dépistage précoce, une prise en charge adaptée. D'ailleurs, plus on fait le dépistage précocement, plus on aura la possibilité d'avoir des résultats plus importants et plus rapides de la psychothérapie. On n'aura pas recours à d'autres moyens thérapeutiques. Et parfois, la thérapie de soutien peut être à elle seule suffisante pour que le jeune reprend son développement de façon normale et vivre de façon tout en étant épanoui, que ce soit sur le plan scolaire ou sur le plan familial et social. C'est ça. Merci. عندكم شي سؤالات؟ مدام حبيت بريسكريز ولا دي مو ريغولاتير ولا حاجه مع ولا ديزوكتيفيتيك افيك لي زونتيليبريسير. باهي هو توا احنا بكري حطيت لكم بارابور ا تو سكي ريسك دو بيبولاريتي سورتو. اذا كان عندنا اون ديبرسيون اللي نحكيو عليهم اليوم كلهم بيان سور باش تقراو بوتيتر في الادولت كيفين باش تقراو لي تروبل بيبولار سا سرا ا بو بري لا ميم وقتها les prescriptions. Alors qu'en cas de dépression qui n'entre pas dans le cadre d'un trouble bipolaire, ce n'est pas l'indication de mettre un thymorégulateur. Là, je me trouve pour tout ce qui est anxiolytique ou quoi. Bon, par exemple. Donc, le traitement de choix, c'est l'antidépresseur. Dans certains cas, qui m'a de l'adulte, dans des formes où il y a une anxiété très importante, des troubles de comportement, en rapport avec cette anxiété, on peut de façon transitoire prescrire des anxiolytiques. Sauf qu'on doit les éviter au maximum. L'enfant dit, on essaye d'éviter les prescriptions, notamment les benzodiazépines. Donc nous, on préfère, par exemple, on prescrit beaucoup l'hydroxyzine, la Tarax. Allô, تسمعوا فيا؟ la Tarax. On prescrit مثلا برشا pour soulager des manifestations anxieuses très importantes parfois عند les jeunes de façon transitoire. Mais oui, parfois dans certains cas où pour parler des thymorégulateurs, إذا كان عندك une bipolarité, oui, c'est l'indication. Sinon, c'est un antidépresseur qu'on prescrit. D'ailleurs, même dans les formes, les recommandations, lorsqu'une forme résistante par rapport à un premier antidépresseur, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de facteur de résistance, notamment reviser le diagnostic, revoir l'observance thérapeutique, revoir de facteurs de résistance autres. Sinon, on essaye un deuxième antidépresseur à d'autres thérapeutiques. D'accord. Merci. فما شكون سأل آخر فما واحدة من الزميلات سأل. Oui, madame. La forme mélancolique de la dépression existe-t-elle chez l'enfant ou l'adolescent? Oui, c'est possible. Vous n'avez pas mentionné. Si, surtout chez l'adolescent, en fait. Surtout chez l'adolescent, on peut l'avoir, oui, qui m'a chez l'adulte, en fait. Et donc, la prise en charge dans ce cas va être différente. Donc, je n'ai abordé en fait que le trouble dépressif وحدهم من غير ما يدخلوا dans un autre cadre, notamment dans les dépressions endogènes.
C'est la forme la plus fréquente. Donc une indication à l'hospitalisation. Oui, tout à fait. علاش على خاطر les formes mélancoliques كما تشوفوا عند l'adulte, c'est une forme qui s'associe avec d'autres manifestations. هكا ولا qui sont graves, avec surtout un risque de passage à l'acte qui est très important. Donc c'est souvent, mis à part c'est la forme mélancolique, souvent elle s'associe à d'autres des signes de gravité. اللي déjà احنا حكينا عليهم حتى في الديبرسيون réactionnelle comme étant des facteurs d'aggravation et des facteurs de risque. Comme il y a un risque important de passage à l'acte, surtout, oui, l'hospitalisation est indiquée. D'accord, maintenant une autre question. La dépression blanche, est-ce qu'elle est associée à la psychose purpurale? Bon, souvent, il faut dire que les mamans qui vont présenter de psychose purpurale, ils vont avoir des enfants qui vont présenter une dépression. علاش خاطر il y a bon نعرفش نتوما peut-être تذكروا شويه كي قريتوا على التشمو هكا ولا la question c'est un peu inverse. معناها est-ce que la dépression blanche n'existe que si on parle de dépression blanche que si la mère a une psychose purpurale? لا pas du tout. أي حاجة qui constitue une rupture ou un problème dans la prise en charge affective de la part de la mère. Donc souvent une mère qui est présente sur le plan matériel mais qui a de la difficulté d'être disponible et de répondre aux besoins de l'enfant sur le plan émotionnel مثلا معناتها pas forcément انها تكون غايبه على طول فهمت. et donc هنا مثلا نعطيكم l'exemple نتاع الديبرسيون ماتيرنيل مش لازم حتى تكون فما une psychose. Dans ce cas اي حاجه qui va être à l'origine de cette rupture, elle peut être à l'origine d'une dépression blanche chez l'enfant. Sauf que Dima, en cas de problème d'attachement et un problème de lien mère-enfant très précoce, maintenant chez les femmes a tout un entourage موجود. Donc ça a été décrit premièrement chez les sujets qui sont en institution. Il y a différentes formes. Il y a dépression blanche, mais il y a d'autres formes en fonction du type de la carence affective, que ce soit carence quantitative ou la qualitative, مثلا في الqualité ou la quantité. Mais c'est la plus claire et surtout قريبه للادولت. هذاك علاش جا اسايات باش نقدمها لكم au moins تعرفوا اللي فما une dépression chez le nourrisson. Alors ضيعت شويه. Donc j'ai dit que lorsqu'on trouve un substitut maternel qui est présent, qui vient substituer à la figure d'attachement défaillante dans ce cas, on peut prévenir l'apparition de problèmes. وذاك علاش ça a été décrit chez des sujets qui sont dans des institutions et surtout des sujets qui sont hospitalisés بعد la guerre mondiale اللي وقتها كانوا délaissés pratiquement. Donc توا كي نشوفوا في les institutions il y a un intérêt pour tout ce qui est prise en charge affective. ما عادش يوكلوه ويشربوها كهو. Non, il y a de l'intérêt à ce besoin affectif. Et donc de moins en moins on voit heureusement ces formes de dépression. Et parfois même on peut porter même parfois de diagnostic de manifestations autistiques dans des formes très graves là. Heureusement qu'on ne voit pas de façon très fréquente.